Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre bulletin d'actualité. Pas celle du monde en ruine, mais celle du petit monde des réseaux neuronaux qui se prennent pour des stars. Aujourd'hui au programme, 5 nouveautés toutes fraîches qui agitent la planète IA. D'abord, un nouveau prédateur qui rôde dans la savane du deep learning, Hyena. Non, ce n'est pas un documentaire animalier, mais un modèle qui tente de croquer la place des Transformers. Ensuite, on parlera des VLA, Vision Language Action, les modèles qui veulent donner des yeux, une voix et surtout des bras aux robots, avec plus ou moins de grâce. Troisième sujet, COG VLA, parce que visiblement, les chercheurs se sont dit que rajouter cognitive dans l'acronyme ferait plus intelligent. On verra si ça l'est vraiment. Quatrième sujet, DVLA, la version diffusion, histoire de compliquer la soupe multimodale avec encore un nouveau sigle. Et enfin, le clou du spectacle, la négation. Oui, vous avez bien entendu, certains modèles hyper sophistiqués comprennent tout, sauf quand on leur dit non. Bref, restez avec nous. Gontran va râler, Domi-Gig va vous noyer sous les équations, et moi, je vais me moquer de tout ça. Premier arrêt dans notre safari du deep learning, Hyena. Non, ce n'est pas la cousine moche du roi lion, mais une nouvelle architecture censée remplacer l'attention des Transformers. L'idée, c'est de traiter des séquences monstrueusement longues sans exploser la facture d'électricité. Enfin, sauf si vous êtes au Québec et branché sur l'hydro. Alors, révolution scientifique ou juste un nouvel acronyme pour briller dans les conférences ? Pour en savoir plus, j'ai envoyé Gontran sur le terrain. Et je vous préviens, il n'a pas ri comme une hyène. Alors voilà, on m'a encore traîné de force dans un labo, le genre d'endroit où des jeunes chercheurs surexcités parlent plus vite qu'un modem 56K. Ils me lançaient des mots comme opérateurs implicites et gating convolutif. Moi, j'ai cru un instant qu'ils essayaient de me refiler un nouveau forfait Internet avec option token illimité. Bref, leur truc s'appelle Hyena. Et figurez-vous que ce n'est pas une bête de zoo, mais un modèle censé remplacer l'attention quadratique des Transformers. Résultat, ça calcule plus vite, ça consomme moins d'énergie, et ça avale des séquences tellement longues qu'on pourrait y faire rentrer toute la comédie humaine, Les Misérables, et même le bottin téléphonique de 1983. Évidemment, j'ai levé les yeux au ciel. Encore une mode, encore un acronyme pour remplir des slides PowerPoint. Mais je dois reconnaître que quand j'ai vu leur machine avaler des millions de tokens, comme si c'était des chips devant un match de hockey, sans broncher, j'ai eu un petit frisson. Oui, moi, Gontran, qui pensais avoir tout vu depuis le Minitel, j'ai été un peu impressionné. Alors attention, je reste sceptique. Tant qu'on ne leur demande pas de me résumer Guerre et Paix en 2 secondes chrono, ça tient la route. Mais quand même, pour une fois, j'ai ri comme une hyène intérieurement. Hyena n'est pas une bête de cirque, mais un modèle qui avale des séquences comme toi tes rôtis du dimanche. Maintenant, avant que tu ne t'endormes au milieu des équations, on va appeler notre expert maison. Demi-geek, toi qui arrives à trouver ça fascinant sans bâiller, explique-nous ce qu'il y a vraiment sous le capot de cette hyéna. D'accord, allons droit au but. Hyena est une tentative pour dépasser les limites des Transformers sur les très longues séquences. Au lieu d'utiliser l'attention quadratique classique, qui compare chaque élément de la séquence avec tous les autres et coûte O de n carré en calcul, Hyena introduit un mécanisme basé sur des opérateurs implicites et des convolutions hiérarchiques avec gating. Concrètement, ça veut dire que le modèle n'a pas besoin de regarder toute la séquence en permanence. Il applique des filtres implicites qui capturent les dépendances longues sans stocker toutes les interactions explicitement. Résultat, on peut traiter des centaines de milliers de tokens avec une complexité proche de O de n log de n. Les avantages sont évidents. Moins de mémoire, moins d'énergie et une meilleure capacité à travailler sur des données longues comme des livres entiers, des log systems ou même des séquences génétiques. Mais il faut rester lucide. Hyena n'a pas encore remplacé les Transformers. Pour certaines tâches, notamment celles qui exigent une attention globale fine, l'approche reste moins performante. La recherche est encore expérimentale, mais c'est une piste sérieuse pour sortir de la dépendance totale aux Transformers. Donc, si je résume, Hyena, c'est un peu le Transformer sous régime minceur. Il avale des séquences monstrueuses sans faire exploser la facture d'électricité. Mais il n'a pas encore gagné ses galons de roi de la savane. En clair, c'est prometteur, mais pas encore prêt à dévorer tout le règne du deep learning. Changeons de décor. Après la jungle des hyénas, direction le monde des robots. Voici les VLA, pour Vision Language Action. En gros, c'est l'idée de donner aux machines des yeux, une voix et des bras, histoire qu'elles arrêtent de juste papoter et commencent à agir. Dit comme ça fait rêver. Mais dans la vraie vie, ça donne des robots qui comprennent vos consignes et mettent 3 minutes à ramasser une tasse. Et devinez, qui est allé tester ça sur le terrain ?
Notre Gontran national évidemment. On m'a trimballé dans un centre de recherche plein de robots qui avaient l'air plus polis que mes anciens collègues. On me dit « Regarde, ce modèle VLA comprend une consigne en langage naturel, observe la scène avec ses caméras et agit en conséquence. » Alors j'ai testé. J'ai demandé à un robot de prendre une tasse et de la poser sur la table. Résultat, il a mis 15 secondes à réfléchir, a fait 3 mouvements hésitants et a finalement réussi sans rien casser. Pas mal. Mais disons qu'il ne gagnera pas danse avec les stars de sitôt. Les chercheurs, eux, étaient aux anges. Ils m'ont expliqué que c'était une percée. Relier la vision, le langage et l'action dans un seul modèle. Moi, j'ai surtout vu un robot qui transpire à chaque geste. Mais bon, je l'admets. Quand on le regarde, il y a un petit côté science-fiction. Le genre de moment où on se dit « Ah, ça y est, on commence à entrer dans le futur ». Même si, à mon âge, j'espérais plutôt un robot qui apporte directement mon café. Merci Gontran pour ce reportage édifiant. Donc, si je comprends bien, les robots d'aujourd'hui mettent autant de temps qu'un fonctionnaire à remplir un formulaire. Mais au moins, ils finissent par poser la tasse au bon endroit. Bon, avant que tu n'exiges un robot majordome pour ton café, on va demander à DomiGeek de nous expliquer ce qui se cache derrière ces fameux VLA. Parce que là, entre tes grimaces et les bras tremblotants des robots, on a surtout besoin d'un peu de clarté technique. Alors entrons dans le détail. Un modèle VLA, Vision Language Action, vise à unifier 3 modalités dans une seule architecture, la perception visuelle, la compréhension du langage et la génération d'actions. Techniquement, ça fonctionne ainsi. D'abord, un module visuel encode la scène en représentation de haut niveau, des tokens issus d'images ou de vidéos. Ensuite, un module linguistique traite la consigne donnée en langage naturel. Enfin, un module de planification traduit l'ensemble en actions concrètes pour le robot. Trajectoire, mouvement moteur, manipulation d'objets. Plutôt que d'avoir 3 systèmes séparés, vision, texte, robotique, on entraîne un seul modèle multimodal qui apprend à lier les 3 en parallèle. Cela permet au robot de comprendre non seulement ce qu'il voit, mais aussi le contexte implicite dans les instructions. Évidemment, il y a encore beaucoup de limites. La latence reste élevée, les actions sont parfois maladroites, et surtout la robustesse en dehors du labo est loin d'être garantie. Mais c'est une étape importante. Ces modèles montrent qu'on peut passer d'un chatbot ou d'un générateur d'images à une machine qui perçoit, raisonne et agit dans le monde physique. Donc, si je comprends bien, les VLA, c'est un peu l'adolescence des robots. Ils savent regarder, écouter et bouger, mais il manque encore de coordination. Un peu comme Gontran quand il essaie de danser au mariage de son cousin. Bref, c'est maladroit mais prometteur. Et comme si ça ne suffisait pas, les chercheurs ont inventé le cog VLA. Parce que VLA, ce n'était pas assez classe, il fallait rajouter cognitive dans le nom. L'idée, optimiser ces modèles multimodaux pour qu'ils soient plus rapides, plus légers et surtout plus économes. En clair, on met les robots au régime, mais sans leur couper l'appétit. Pour voir si ce régime miracle tient la route, j'ai encore envoyé Gontran faire un petit tour en laboratoire. Cette fois, on m'a encore traîné dans un autre labo, où les chercheurs m'ont expliqué qu'ils faisaient un VLA cognitif. Rien que le nom, déjà, ça sent la réunion marketing. En pratique, ils m'ont montré des robots qui semblaient moins lents que ceux d'avant. Apparemment, leur astuce, c'est de compresser les informations visuelles, de router les instructions intelligemment et d'éviter que le modèle calcule tout, partout, tout le temps. Moi, j'ai surtout eu l'impression qu'ils voulaient en mettre l'univers entier dans un fichier zip. À les écouter, c'est la solution à tous les problèmes. Moins de mémoire, plus d'efficacité, et tout ça sans sacrifier la performance. Alors oui, c'est plus fluide, je l'avoue. Mais quand j'ai vu le robot hésiter 3 fois avant d'ouvrir une porte, je me suis dit que leur cognition avait encore besoin d'un bon café. Merci Gontran, toujours aussi enthousiaste, enfin, à ta manière. Donc, si je résume, le cog VLA, c'est un VLA qui essaie de réfléchir avant d'agir, mais qui reste encore un peu hésitant devant une simple poignée de porte. Bon, assez de sarcasme, laissons notre expert maison démêler tout ça. DomiGeek, explique-nous ce qui distingue vraiment ce cog VLA de son grand frère et pourquoi les chercheurs s'excitent autant sur cette histoire de compression et de routage.
Alors pour clarifier, le CoQ-VLA est une évolution des Vision Language Action Models classiques. L'idée est simple, rendre ces architectures multimodales plus efficaces et plus intelligemment organisées. Techniquement, il y a 3 grandes améliorations. Premièrement, la compression des tokens visuels. Au lieu de traiter chaque pixel ou chaque patch, on réduit l'image en représentation plus compacte, ce qui accélère énormément le calcul. Deuxièmement, le routage guidé par les instructions. Le modèle n'active pas tous ses circuits pour chaque tâche. Il choisit dynamiquement les modules pertinents, ce qui évite de gaspiller des ressources. Troisièmement, une attention couplée qui coordonne mieux la vision et le langage de manière à générer des actions plus cohérentes. Les bénéfices sont clairs, moins de latence, une consommation de calcul réduite et une meilleure évolutivité pour des applications concrètes comme la robotique. Mais il faut rester prudent. Dès qu'on compresse et qu'on route, on risque de perdre de l'information. La grande question, c'est donc jusqu'où on peut simplifier sans sacrifier la précision. En résumé, CoQ-VLA, c'est une tentative pour rendre les robots plus rapides, plus légers et peut-être un peu plus cognitifs, mais la vraie cognition, elle, est encore loin. Donc si je comprends bien, le CoQ-VLA, c'est un VLA sous régime minceur. On compresse, on route, on optimise, bref, on met les robots au fitness club. Le résultat, ils transpirent un peu moins, mais ils ne sont pas encore prêts pour les Jeux Olympiques de l'intelligence. Et parce que les acronymes, c'est comme les biscuits. Il y en a toujours un nouveau qui sort, voici le DVLA. Le D, c'est pour diffusion. Oui, le même principe qu'on utilise pour générer des images ou des vidéos, mais cette fois appliqué aux robots qui voient, comprennent et agissent. En théorie, ça donne des machines capables de raisonner de façon plus fluide et multimodale. En pratique, je préfère laisser Gontran vous raconter ce qu'il a vu, parce que moi, je sens déjà que ça va être croustillant. On m'a encore collé dans un labo plein de robots qui essaient de jouer aux surdoués. Cette fois, les chercheurs m'ont parlé de DVLA, un modèle basé sur la diffusion. J'ai d'abord cru qu'ils voulaient me vendre un purificateur d'air. En gros, leur robot prend une image de la scène, lit ma consigne, et au lieu de foncer tête baissée, il diffuse plusieurs scénarios possibles avant de choisir quoi faire. C'est censé donner des actions plus précises, plus fluides et surtout moins ridicules. Je dois dire que j'ai été partagé. Le robot a mis un temps fou à décider comment ramasser un objet. Mais quand il s'est lancé, le geste était propre, presque naturel. Pas un verre cassé, pas un faux mouvement. Bon, à vitesse réelle, c'est encore plus lent que moi quand je fais mes courses le dimanche. Mais si ça continue comme ça, dans quelques années, on aura peut-être des robots qui bougent sans donner l'impression d'être télécommandés par un stagiaire distrait. Merci Gontran pour ton œil affûté, ou plutôt ton œil plissé d'impatience. Donc, si je résume, le robot DVLA réfléchit avant d'agir, mais il met autant de temps qu'un ado à choisir sa PlayStation. Ça paraît lent, mais au moins, il ne casse plus la vaisselle. Bon, assez de caricatures, laissons Domi Geek nous expliquer pourquoi les chercheurs sont si exhausting à l'idée de coller de la diffusion dans un robot. En résumé, c'est une tentative pour rendre les robots plus rapides, plus légers et peut-être un peu plus cognitifs. Mais la vraie cognition, elle, est encore loin. Concrètement, voici comment ça marche. La perception visuelle encode la scène en token, comme dans un VLA classique. Le langage fournit l'instruction, par exemple, prends la tasse rouge et pose-la sur la table. Au lieu de planifier directement, le modèle génère par diffusion plusieurs trajectoires ou séquences d'actions possibles, un peu comme on génère plusieurs versions d'une image. Ensuite, il sélectionne la trajectoire la plus cohérente et exécute l'action. Les avantages sont notables. Les gestes sont plus fluides et réalistes. Le modèle peut explorer plusieurs solutions avant d'agir. Et certaines optimisations comme le masque préfixe ou le KV caching réduisent le temps d'inférence. Mais il y a des limites. La diffusion reste lourde, la latence est encore trop élevée pour des usages en temps réel et il faut d'énormes ensembles de données multimodales pour entraîner correctement ces modèles. En résumé, le DVLA, c'est une approche qui fait passer les robots de l'action brutale à une forme de planification probabiliste plus nuancée. On n'est pas encore dans l'instantané, mais on se rapproche d'une action qui ressemble davantage à un choix réfléchi qu'à un réflexe mécanique. Donc si je comprends bien, avec le DVLA, les robots passent enfin du mode bourrin au mode philosophe. Ils s'arrêtent, réfléchissent, comparent plusieurs options et finissent par agir avec élégance. Bon, sauf qu'entre nous, si je dois attendre 3 minutes pour qu'un robot ramasse ma tasse, je préfère encore le faire moi-même. Mais au moins, la vaisselle survit, ce qui est déjà une victoire. Pour finir, parlons d'un problème. Disons embarrassant. Ces modèles multimodaux, capables de lire des images, comprendre du texte et parfois même commander des robots, eh bien, ils ont encore un trou béant dans leur logique. Ils ne comprennent pas toujours le mot « non ». Oui, vous avez bien entendu.
Vous pouvez leur dire « ne montre pas le chat » et ils vont quand même vous afficher un gros matou poilu. Alors évidemment, ça peut sembler drôle, sauf quand on parle de médecine ou de justice, où mal interpréter une négation peut avoir des conséquences sérieuses. Et pour vérifier ce carnage linguistique, j'ai envoyé Gontran poser quelques questions aux chercheurs. Spoiler, il n'a pas été rassuré. Je croyais avoir tout vu, mais là, on m'a expliqué que des modèles capables d'écrire des poèmes, de générer des images et de piloter des robots n'arrivent pas toujours à comprendre le mot « non ». Alors j'ai testé. J'ai montré une radio pulmonaire à un modèle vision-langage en lui demandant « Est-ce qu'il n'y a pas de fracture ?» Résultat, il m'a sorti une belle explication, avec une fracture imaginaire. Même chose avec une image de chien. Je demande « Ne me montre aucun chat ». Et paf, je me retrouve avec un chaton sur l'écran. Les chercheurs, bien sûr, ont parlé de limite de la composition sémantique et de représentation implicite de la négation. Moi, j'appelle ça un gros bug. Parce que si un modèle se trompe quand il s'agit de reconnaître un chat, ça va. Mais s'il se plante quand on lui dit « pas de cancer », là, ça fait beaucoup moins rire. Bref, même les IA les plus brillantes ont encore du mal avec le simple mot « non ». Et je vous laisse deviner à quel point ça m'inspire confiance. Merci Gontran, toujours aussi rassurant. Donc si je résume, nos supermodèles multimodaux comprennent Shakespeare, traduisent des langues mortes et génèrent des vidéos réalistes, mais bloquent sur un simple nom. On dirait un enfant qui sait réciter l'alphabet à l'envers, mais qui ne comprend pas quand on lui dit d'arrêter. Allez, assez d'anecdotes, donnons la parole à Domidic pour comprendre pourquoi un petit mot de 3 lettres peut faire bugger des milliards de paramètres. Le problème que Gontran a soulevé est réel et documenté. Les modèles vision-langage modernes excellent pour associer une image à des descriptions positives. Par exemple, « vois-tu un chat ?» Mais ils échouent souvent dès qu'on introduit une négation comme « ne montre pas le chat ». Pourquoi ? Parce que ces architectures sont fondées sur des corrélations statistiques dans l'espace des embeddings. Elles associent chat à une image de chat, mais la logique du nom est beaucoup plus abstraite. Le mot « pas » n'a pas d'ancrage visuel direct, et le modèle a du mal à combiner l'absence avec un concept. En termes techniques, les transformers multimodaux traitent les tokens visuels et textuels en parallèle, mais la négation est un opérateur logique qui exige une composition précise. Or, la composition est souvent diluée par les mécanismes d'attention. Les datasets renforcent ce biais. La majorité des annotations décrivent ce qui est présent, un chat sur le canapé, et très rarement ce qui est absent, pas de chat sur le canapé. Résultat, les modèles confondent présence et absence et génèrent des réponses incohérentes. C'est une limite sérieuse dans des contextes sensibles, comme l'imagerie médicale ou l'analyse de scènes critiques. La recherche explore des solutions. Introduire des exemples négatifs annotés explicitement, intégrer des mécanismes logiques ou symboliques hybrides, ou encore utiliser des modules spécialisés pour la gestion de la négation. Mais à l'heure actuelle, c'est un talon d'Achille. Comprendre ce qui n'est pas là reste bien plus difficile pour ces modèles que de reconnaître ce qui est présent. Et voilà, c'était notre petit tour d'horizon de l'actualité IA. On a croisé Yéna, la hyène qui veut manger la place des Transformers. On a vu les VLA, ces robots qui essayent de comprendre et d'agir, parfois avec la grâce d'une girafe sur des patins à roulettes. On a rencontré Cog VLA, la version au régime qui compresse tout, même les ambitions. Puis le DVLA, qui réfléchit longtemps avant de bouger, un peu comme Gontran quand il doit se lever d'un fauteuil. Et enfin, le clou du spectacle, des modèles capables de tout, sauf de comprendre un simple « non ». Alors oui, l'intelligence artificielle progresse, elle s'affine, elle expérimente. Mais derrière les acronymes ronflants, il y a encore beaucoup de maladresse, de lenteur et de trous logiques. Bref, le futur est en construction. Sur ce, je vous laisse. Domigeek retourne à ses équations, Gontran râle déjà dans un coin, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode encore plus piquant. Restez curieux, et n'oubliez pas, même les IA les plus brillantes ont parfois besoin d'un bon coup de nom bien placé.